Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Rallye Info. Nouvelle émission aujourd'hui. On reçoit Guillaume Lafay. Avec Guillaume, on va débriefer le rallye de Croatie. Puis avec lui, on va revenir aussi sur le Rhône Charbonnière, la seconde manche du championnat de France des rallyes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur le podcast de Rallye Info. On retrouve Guillaume Lafay. C'est un vrai plaisir de te retrouver. Ça faisait un petit moment quand tu avais pu vu avec nous. Enfin, c'est l'actualité qui veut ça. Il n'y avait pas eu de rallye. Avec toi, on va balayer un petit peu on va faire le débrief du rallye de Croatie avec un contexte, comme tu le sais, un petit peu compliqué. Et puis, on parlera aussi du championnat de France des rallyes parce qu'on sait je sais que tu t'y intéresses et que tu as un petit peu suivi le rallye au Rhône Charbonnière. Déjà, la première question, comment vas-tu? J'ai l'impression que moi, ça va un petit peu mieux. Je suis en t-shirt. Tu vois, l'été est arrivé dans le sud. Toi, tu entends un peu les… Non, ça va très bien. Salut Fabien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Non, non, tu vois, ici aussi, il fait plutôt beau. Une petite session de running du temps de midi là, sous le soleil qui fait plaisir. Et puis effectivement, ravi de te retrouver. Tu vois, j'écoutais aussi les autres émissions de tes podcasts avec grand intérêt. Donc, ravi de pouvoir échanger à nouveau sur ces belles épreuves qu'il y a pu y avoir malgré le contexte assez lourd et pesant. Alors, je te coupe juste 2 petites secondes parce que tu viens de me dire que tu as couru. Tu as beaucoup de flèches à ton arc. Tu fais du trail hein, aussi. Oui, voilà. J'essaye de faire un peu de trail, un petit peu de triathlon avec effectivement une vraie appointance pour les sports nature et le trail tout particulièrement. Donc, D'accord. voilà. Un sportif à tous les niveaux. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer par le rallye de Croatie avec bien sûr le drame de Craig Breen qui a endeuillé le rallye une semaine avant, pardon. Euh, D'aspect général, comment toi tu as ressenti un petit peu la nouvelle et comment tu as trouvé le rallye dans son ensemble à la suite de ce contexte un petit peu pesant? Eh ben, écoute, la nouvelle déjà, je l'ai appris par une notification enfin, plus que surprenante quand elle est arrivée là, il y a quelques jours, le jour de l'accident. Un petit peu de mal à comprendre au début. C'est vrai que les choses ont été un petit peu. Enfin, ça a pas été flou pour le coup. J'ai trouvé que ça avait été très bien géré de la part d'Hyundai, de la part des différents médias spécialisés dans le sport auto et dans le rallye. Il n'y a rien qui a trop été dit sans savoir. Il n'y a pas eu de spéculation sur un contexte, sur les causes de cet accident ou autre avant qu'on puisse vraiment savoir ce qui s'est passé. Et c'est vrai que dans un premier temps, moi j'ai été vraiment très surpris de voir que Craig avait été tué sur le coup alors que son copilote, lui, n'avait quasiment rien et que la voiture ne semblait pas vraiment abîmée sur les quelques très rares photos qui ont fuité, et bien heureusement. Voilà, j'ai eu un peu cette surprise, et puis au final, les conditions et le contexte a bien expliqué tout ça. Voilà, un grand malheur, un très très gros coup de malchance. Pour le coup, et puis un coup du sort terrible pour le monde du rallye, pour l'Irlande, et puis pour la famille de Greg et ses proches qui avaient déjà été frappés par le sort il y a quelques années. Je sais que tu connais un petit peu pas mal quelques pilotes. Est-ce que toi tu le connaissais, Craig Breen, et est-ce que tu as eu la chance de le croiser et quel type de personne c'était selon? Alors, je ne vais pas dire que je le connaissais pas du tout personnellement. Je l'avais croisé à quelques reprises, notamment sur des manches d'IRC et de RC quand il évoluait sur les 207 S2000, par exemple, notamment chez mes voisins de chez Saint-Éloque. Voilà, donc j'avais eu l'occasion de le côtoyer sur quelques rallyes, dans les soirées d'après-rallye aussi, qui sont toujours plutôt sympas. Et c'est vrai que de ce que j'en savais, voilà, ça a été, je pense, très bien transcrit par
par tous ses proches. C'était un ultra passionné de rallye. Il vivait pour ça depuis qu'il était tout petit. Il a eu la chance et l'opportunité d'en faire son métier. Il était vraiment passionné de voitures historiques. Il conduisait très régulièrement sur des rallyes historiques. Il faisait profiter de sa passion à un maximum de personnes. Il était généreux aussi bien dans l'effort que à côté. On peut que se rappeler des différentes interviews qu'il a pu faire à des points stop. C'était quelqu'un qui, voilà, qui était vraiment entier, qui n'arrivait pas à cacher ses émotions, tout simplement, et ça faisait du bien parfois de voir ses réactions au point stop, qu'elles soient dans l'excès de joie ou à l'inverse, dans le dépit, un petit peu comme ça a pu être le cas sur ces quelques saisons qu'il a pu avoir très compliquées. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui vivait le rallye et c'est une grosse perte pour le championnat du monde parce qu'il avait prouvé cette année que il pouvait réécrire une très très belle histoire avec Hyundai. Malheureusement, on n'en saura pas plus. Et oui, tu parlais d'émotions et tu sais, on a souvent échangé de l'attitude des pilotes. Et moi, j'ai trouvé, par exemple, un pilote comme Lapie que tu connais, qui a Mm. été très, très affecté. C'est la première fois que je vois Lapie autant dans l'émotion. Il était vraiment dans l'émotion. J'ai vraiment l'impression que c'était vraiment un traumatisme, un tremblement de terre pour le rallye. Je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, toi aussi. Oui, oui, bah, c'est vrai que bah, d'ailleurs, tu en avais très très bien parlé dans ton précédent podcast quand vous avez fait l'épisode spécial sur Craig Breen, où tu disais que justement, bah, un pilote comme Lapie, on avait du mal vraiment à savoir ce qu'il ressentait. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est très ouvert dans la sphère privée, qui est extrêmement déconnant, encore plus avec son copilote. Et là, pour le coup, oui, il a été touché, je pense, dans sa chair. Ça a refait monter beaucoup d'émotions à tout le monde. Ça fait prendre conscience aussi du risque qu'ils encourent à chaque instant, parce que même si on peut avoir des énormes crashs, comme on a pu le voir de Tanak il y a quelques années au Monte-Carlo, ou Adrien Fourmeau il n'y a pas très longtemps, ce qu'on peut voir sur des crashs en Finlande ou même sur des rallyes nationaux, voilà, il y a quand même des sorties de route très impressionnantes qui au final n'ont pas beaucoup de conséquences. Bah, n'empêche que quand le sort s'acharne, on va dire, et faute à pas de chance, bah, on voit ce qui peut arriver. C'était arrivé à Robert Kubica il y a pas très longtemps. C'est arrivé sur des copilotes. Il y a eu d'autres accidents mortels il y a peu de temps dans d'autres types de rallyes. Ce qui m'a un peu pas choqué, mais attristé, c'est le fait que bah, les médias généralistes expliquent que voilà qu'il n'y a pas eu de décès en rallye depuis presque 40 ans avec ce qui s'était passé sur les groupes B. Bah, malheureusement, non, c'est pas vrai. Il y a eu des copilotes, il y a eu des pilotes qui ont malheureusement perdu la vie sur différents événements. À chaque fois, on va dire que c'est la faute à pas de chance. La sécurité progresse encore et toujours. Mais on ne peut pas s'empêcher voilà, de garder en tête que comme c'est marqué sur tous les billets d'entrée sur des circuits, ben, le sport auto est dangereux. Il faut en accepter les conséquences, il faut savoir les risques qu'on prend et c'est qu'une bonne occasion aussi de répéter à tous ceux qui vont voir des rallyes, des courses, de faire attention, de bien se placer. Une photo qui va faire le buzz, elle ne vaut pas le coup de prendre le risque de perdre une vie. Donc voilà, un petit peu le ressenti. Ouais, on sent que tu es un petit peu affecté aussi. Je rebondis juste sur ce que tu as dit sur l'API. J'y reviens. Alors, maintenant, je comprends peut-être un peu plus l'homme qui a été vraiment dans l'émotion. Peut-être qu'il est un peu, peut-être pudique face aux caméras. Tu sais, en course, tout ça, peut-être qu'il est un petit peu introverti, que dans le privé, il est peut-être un peu plus. Et c'est vraiment ça que je voulais dire. C'était pas un reproche ou une. Tu vois ce que je te disais dans le privé. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai Oui, non, l'impression que tu es très pudique. bien sûr, oui, 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 mais exactement, c'est la mentalité un petit peu nordique, on va dire, la manière de vivre un peu plus dans les pays nordiques, c'est voilà, c'est des gens qui sont potentiellement un peu plus froids que des latins, mais qu'une fois qu'ils te font confiance, que tu commences à discuter un petit peu avec eux, c'est des gens qui sont extrêmement ouverts, c'est des pilotes qui partagent,
et qui sont vraiment dans la convivialité, dans la fraternité. Et on mentionne l'appli, mais tous, on peut le remarquer, tous ont eu un gentil mot, ont eu des pensées qui étaient sincères envers Craig Breen, sa famille, toute l'équipe Hyundai. Et je trouve que, au contraire, pour revenir à ta question initiale, pendant ce week-end, tout a été, j'ai l'impression, très bien fait. Il n'y a pas eu d'exagération, il y a eu des beaux hommages, des hommages poignants. Euh, tout simplement le geste de Toyota aussi d'enlever la voiture de Delphine Evans du classement championnat constructeur pour se mettre à égalité avec Hyundai qui n'avait plus que deux voitures plutôt que d'en avoir trois. J'ai trouvé que ça peut paraître normal, mais quand on sait les enjeux financiers qu'il peut y avoir derrière, c'est quelque chose de remarquable qui est à souligner. Et non, je trouve que ça a été très bien fait. Et pour le coup, je pense pas, ouais, je pense pas qu'il y ait eu de fausses notes, en tout cas. Ouais, c'était ressenti que j'ai. On retourne au sport, hein, parce que Allez. le sport continue. Alors, pour moi, le rallye de Croatie était fait en 3 phases et la quatrième, c'est Cocorico en double versé 2. Les Français sont là et ça m'a fait plaisir. La première, c'est Ogier Rovanpera out. Le premier acte, pardon. Le deuxième, Thierry Neuville qui écrase au rallye de sa superbe jusqu'à sa sortie de route. Et enfin, le dernier, c'est Evans. Evans qui me fait mentir et je suis le premier à être content parce que je t'avais dit, il n'y arrive plus et il gagne. Donc pour moi, ça a été un rallye en 3 actes avec, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu des mots acerbes et très durs de Ogier sur Pirelli. Je voudrais que tu me donnes un petit peu ton ressenti là-dessus, sur les Pirelli, sur les crevaisons. Alors, on y va. Ogier, Rovanpera out, Neuville, et après, voilà. On analyse. Écoute, oui, effectivement, sur les premières spéciales, on voyait que Sébastien Ogier, comme on pouvait l'imaginer et comme on s'était dit la dernière fois après le rallye du Mexique, était tout à son avantage, à son aise sur les routes goudronnées de Croatie, jusqu'à ce qu'il y ait cette compression dans une corde qui fait qu'il y a une crevaison. Rovanpera passe tout de suite derrière, même chose, même punition. Et là, je te coupe. Alors, ça me pose un problème. Parce que toi, tu connais la technique. Ça crève. Mais on parle de jantes qui ont fissuré, qui se sont fissurées. Et de suite, Ogier balance, tire à boulet rouge sur Pirelli. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est les Pirelli? C'est les jantes? C'est la faute, t'as pas de chance? Qu'est-ce qui se passe en fait, selon toi? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué dans le sens où c'est dur de savoir la vraie vérité. Après, il y a d'autres choses, hein. Il y a des pressions de pneus, par exemple, qui peuvent jouer. Est-ce qu'ils sont pas partis trop bas en pression pour justement avoir un petit peu plus de grip et faire chauffer les pneus, ce qui aurait pu engendrer une crevaison. Le fait que ce soit deux Toyota qui passent au même endroit, qui aient la même conséquence. Alors, je t'avoue que j'ai pas regardé les caméras embarquées des autres pilotes pour voir s'ils passaient exactement au même endroit et s'il y avait ce même choc qui est quand même visible. Alors, certes, c'est des WRC, c'est des voitures qui doivent être robustes, c'est des pneus qui doivent être robustes aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison vraiment que ça crève à cet endroit-là. S'il y a eu un problème dans les jantes, je t'avoue que j'avais pas forcément entendu ou lu ce genre d'informations. Apparemment, Ogier, ça serait une jante fissurée. Mais moi, ce qui me pose un problème, c'est que ça n'a pas crevé sur tout le rallye. Tu vois ce que je veux dire? À part Ogier qui crève 2 fois et il tire à boulet rouge sur Pirelli. Alors, je ne prends pas la défense de Pirelli, mais de suite, il dit à la fin du rallye, voilà ce que c'est de rouler en Pirelli ou quelque chose à peu près ça. Hein. Oui. Après, il y a pas que lui non plus qui a crevé. En WRC2, il y a quand même Greensmith qui a crevé. Il y en a d'autres en rallye 1 aussi. Je crois qu'ils sont arrivés sur une toute fin de spéciale avec une crevaison lente.
Donc oui, c'est des mots qui sont un petit peu récurrents. Et c'est surtout pour ça, je pense, que Ogier se plaint. Après, il se plaint parce que tout simplement, je dirais, c'est le seul qui peut avoir la langue complètement déliée, hein. Lui, il a sa carrière qui est derrière lui. Il peut être politiquement incorrect. C'est pas ça qui va l'empêcher de dormir aujourd'hui et c'est pas ça qui va remettre en cause sa carrière future. Donc je pense que c'est pour ça. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y ait autant de rallyes qui soient pollués par ces problématiques pneumatiques. Mais encore une fois, comme on en a discuté déjà, c'est l'inconvénient d'être un manufacturier unique. C'est que forcément, quand ça se passe mal, tout le monde est là pour justement, comme tu disais, je reprends ton expression, pour tirer à boulet rouge sur les pneus. Mais quand tout se passe bien, il n'y a personne qui va leur décerner des lauriers et c'est juste normal. Ouais, mais je te coupe, mais le problème, c'est que on est arrivé à un seul et même manufacturier parce qu'on, par le passé, je ne sais pas si tu te souviens, tu t'en souviens parce que tu es un spécialiste, quand on avait deux manufacturiers, par exemple Michelin et Pirelli, pour ne pas les nommer, je ne sais pas si tu te souviens, notamment sur l'asphalte, la différence qu'il y avait, par exemple, entre les Subaru qui étaient chaussés en Pirelli et les 206 WRC qui étaient chez Michelin, c'était limite, c'était même plus du sport, tellement qu'il y avait une différence énorme. C'est pour ça qu'on est revenu sur un seul et même manufacturier. Mais moi, ce qui me pose souci, c'est que c'est un rallye asphalte, ça tape dans les cordes. La crevaison fait partie de ce sport, de l'ADN de ce sport aussi. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait eu plus de crevaison que ça. Tu vois, j'ai rien contre Ogier, mais là, il a tiré à boulet rouge sur Pirelli. Enfin, moi, ça m'a paru, tu vois ce que je veux dire? Alors, les deux Toyota crèvent, mais derrière, les Ford passent, il se passe rien. Les Hyundai passent, il se passe rien du tout. Katsuta passe et Evans passe, il y a rien du tout. Tu vois, je trouve ça un peu bizarre Oui, mais c'est sûr. Alors après, pour revenir sur le manufacturier unique, oui, c'est sûr il y a des raisons qui font que c'est notamment budgétaire, c'est clairement pour réduire les coûts de développement, avoir une même montre pour tout le monde et essayer d'égaler un petit peu les chances de chacun. Voilà, ça c'est des raisons qui sont claires, qui sont définies. Après, quand on a un pneu qui est le même pour tout le monde, euh, c'est toujours un petit peu plus compliqué de savoir où est la vérité, qui a raison, qui a tort, est-ce que c'est faute à pas de chance ou pas. Je t'avoue que c'est un peu, c'est pas simple en fait de se positionner. Oui, Ogier a crevé deux fois. Il est plutôt coutumier du fait. On se rappelle du Japon où là aussi il perd une victoire qui lui était quasiment acquise parce qu'il crève. Est-ce que c'est à lui également de changer sa manière de piloter? Est-ce qu'il part pas encore une fois avec des pressions qui sont inadaptées au terrain et qui lui font prendre trop de risques? Mais c'est sa manière de faire, c'est sa manière de piloter. Voilà, je peux pas trop en dire plus là-dessus. C'est- il y a trop, il y a trop à dire. Il y a trop à dire. mais en fait, c'est le premier gros fait marquant du rallye, parce qu'en fait, le Oui. rallye, il est décapité après deux spéciales, quoi, hein. Quand tu as Rovanpera et Ogier qui partent, voilà, c'est terminé, hein. Oui, oui, surtout. Alors après, on peut que souligner l'efficacité de Ogier et de son copilote à changer la roue. Bon, malheureusement, effectivement, ils sont justement trop rapides et ils repartent sans être attachés correctement, ce qui lui vaut une minute de pénalité en plus. Et c'est vrai que sans cette pénalité supplémentaire, on peut s'imaginer qu'il aurait peut-être même pu revenir sur le podium et titiller presque les premières places s'il était vraiment reparti le couteau entre les dents. Alors là, je me permets de t'arrêter là aussi, hein, parce que tu es un spécialiste. La pénalité d'Ogier est d'une minute. Alors, je ne vais pas prendre sa défense, mais c'est un peu dur, je trouve. Parce que il y a beaucoup de pilotes qui s'arrêtent, qui changent de. Mais non, mais la sécurité, c'est super important, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais si tu commences à regarder tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément très, tu vois, très bien sanglés après un changement de route. Donc, Ouais, non, mais, enfin, non, là, pour le coup, moi, je suis pas non, d'accord. mais Pour moi, c'est clair. Enfin, voilà, il y a une règle, il faut la respecter. En plus, c'est pour la sécurité des pilotes. hmm, Voilà, imagine ce qui serait passé. On n'en sait rien. Il y a la voiture de derrière qui déboule alors que Ogier et son copilote sont pas réattachés. Un grand coup de tampon derrière. La tête va se fracasser dans le volant parce qu'ils sont pas attachés. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire?
Non, il y a une règle, c'est de la sécurité, c'est comme tout le monde quand on prend sa voiture, même si c'est pour sortir du garage et aller déposer les enfants à l'arrêt de bus qui est à côté, ben non, on démarre, on met sa ceinture. Là, les pilotes et les copilotes, c'est exactement pareil. Ils doivent être resanglés correctement et à partir du moment où on laisse un tout petit peu de latitude, si jamais on en laisse un petit peu, c'est la porte ouverte à tout le reste. Donc non, pour moi, je pense que c'est tout à fait normal. Voilà, ça fait jurisprudence aussi. Maintenant, tout le monde sait que ce sera scruté et toutes les autres équipes, d'ailleurs, vont pas se gêner pour regarder et décortiquer toutes les caméras embarquées à chaque fois qu'il va y avoir une crevaison pour être bien sûr qu'il n'y a pas une pénalité qui pourrait être applicable. Ça, c'est certain. Mais je pense que c'est une bonne chose. Non, non, mais après, je rebondissais là-dessus. Mais moi, c'est vrai que j'avais pas fait très attention à la caméra embarquée. Je sais pas s'ils sont sanglés, pas sanglés. Enfin, j'ai pas vraiment vu. C'est vrai, 1 minute, ça fait quand même beaucoup, tu vois. Ouais, ça fait beaucoup, mais il faut marquer le coup. Et c'est pas pour le critiquer, mais Ogier, c'est pas la première fois non plus qu'il prend une pénalité à cause de ça, ou qu'il est tout proche d'en prendre une, parce que je crois que c'est l'année dernière où il y a un rallye à peu près où ça se passe à peu près de la même manière, où il avait eu juste une réprimande. Donc là, cette fois, voilà, c'est acté. Maintenant, il vaut mieux qu'il perde 5 secondes de plus à se ressangler correctement avant de repartir et à vérifier que son copilote est bien ressanglé aussi, parce que j'ai pas décortiqué la séquence non plus, hein, mais si ça se trouve, lui est bien sanglé et c'est juste qu'il repart et qu'il se rend compte que son copilote n'est pas suffisamment attaché. Bref, voilà. Tout ça pour dire que Ogier Rovanpera out. C'est vrai que ça fait deux prétendants à la victoire qui sont très rapidement sur le bas-côté. Et puis derrière, bah, ça ouvre de belles perspectives. Et comme tu disais, même si Neuville semblait ne pas être super à l'aise dans sa voiture au départ, il a quand même sorti des très très bons temps qui ont fait que bah, il semblait dominer le rallye de la tête et des épaules. Mais en fait, c'est ce qui est étrange. Alors, je sais pas si tu as la même impression que moi. C'est la voie royale pour Neuville. Il a du mal, ça n'est pas très à l'aise avec, ça se bat un petit peu avec Tanak, avec Evans, puis il fait le trou. Et puis là, tu as l'impression que c'est la voie royale pour lui. On se dit, ça va être la belle histoire. Il va gagner pour Hyundai, gagner pour Craig, mais là, patatras, sorti là au moment où personne s'y attend, où on s'y attend le moins. Alors, en rallye, ça peut sortir à tout moment, mais on avait l'impression qu'il rentrait dans un mode de gestion, et c'est là que ça sort, en fait. Ouais, ouais, effectivement. Alors après, la gestion, bah, comme tu viens de le dire, elle est toute relative, hein, parce que Evans et Tanak gardaient quand même une pression assez importante sur lui. On sait aussi que les conditions météo, notamment sur la journée du samedi et l'après-midi, pouvaient être beaucoup plus piégeuses déjà sur la route, mais aussi sur les choix de pneus à faire. Donc en fait, dès le samedi matin, certes, il avait une marge quand tu regardes le temps et le nombre de secondes à l'instant T qu'il avait d'avance, mais n'empêche qu'il était toujours dans l'état d'esprit d'attaquer un petit peu pour creuser cet écart et pour se consolider ce matelas effectivement d'avance pour le dimanche. Et comme tu l'as très bien mentionné, bah, les prises de risque, elles sont quand même importantes, même si on en garde un petit peu sous le pied. Et malheureusement, dans ce virage à droite, ouais, j'ai l'impression qu'il déleste peut-être un petit peu le côté droit, un petit peu trop dans la corde, un peu trop tard, un poil trop tard sur le frein et comme si voilà, la roue arrière droite bloquait un petit peu, ça décroche et puis bah, ça va taper de l'autre côté, hein, ce qui aurait pu être une petite frayeur comme a pu la connaître Nicolas Siamin par exemple en WRC2, aller effleurer, taper un petit peu le talus, bah là non, il y avait un gros rocher ou un arbre qui a arraché complètement le train arrière et c'était fini. Et là, plus que la belle histoire du rallye, il perd très gros au championnat parce que vraiment, c'était le gros coup là, hein, pour lui. Ah oui, 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 ça c'est sûr que c'était le gros coup, il en avait besoin. Euh, Ça lui aurait permis de se positionner vraiment en prétendant, déjà en recommençant à gagner, chose qui n'a pas dû arriver depuis quelques temps maintenant. J'ai pas regardé exactement la dernière victoire, mais en tout cas, je crois que ça faisait depuis Ypres l'année dernière qu'il n'avait pas été en tête d'un rallye.
Donc on imagine sa déception, déjà pour lui et son copilote, et puis pour l'équipe, et effectivement ce très beau résultat qui devait arriver pour Hyundai. Voilà, après, si on continue là-dessus, bah, je dirais que la fin de la belle histoire, c'est que c'est Scott Martin qui s'impose avec Elfyn Evans, et Scott Martin qui a été le copilote de Craig Breen pendant de nombreuses années aussi. Donc voilà, au final, l'histoire, elle est pas si vilaine, et il y a quand même un bel hommage à Craig sur ce rallye. Alors, tu sais, comme on dit, tu es passionné de basket et moi aussi. Nous, on dit que c'est le braquage. Et en fait, Evans, sur ce rallye, il fait le braquage, hein. Il gagne et il revient au championnat, égalité avec Sébastien Ogier. C'est vraiment la belle histoire, hein. Alors moi, tu as vu comme je me suis trompé, tu as vu, je te disais dans le podcast précédent, Evans, il n'y arrive plus, il n'y arrive plus. Ben, finalement, il est en tête du championnat, égalité avec Sébastien Ogier. Ouais, bah, il a su prendre des gros points. Il n'a pas eu de rallye vraiment sans, on va dire. Il a toujours été placé parce que les autres sortaient, avaient des problèmes et autres. Là, encore une fois, bah, comme tu le dis, effectivement, petit braquage parce que Ogier, Rowan Perra, il crève, parce que Thierry Neuville, il est. Il a son souci parce que les autres, notamment Tanak, même s'il semblait retrouver un poil de performance sur sa Ford, a encore un petit souci de fiabilité qui lui fait perdre des secondes précieuses à un moment crucial. Donc ouais, bah, tu vois, comme on dit dans le trail, Evans, il a fait plutôt une course par l'arrière, Mhm. partir doucement, et puis j'aime pas trop cette expression, encore moins dans ce contexte, mais il a rattrapé les morts, quoi. Donc voilà, il fallait être là. Il a été là en renard des surfaces, comme on peut dire, Ah, et il est allé la chercher sur un événement, voilà, qu'il avait pointé, sur lequel il avait cette stratégie justement de rester sage et de ne pas attaquer à outrance dans des routes qui sont quand même très compliquées pour un rallye sur asphalte. Alors là, je vais un petit peu provoquer le débat avec toi. Je ne suis pas d'accord avec Canal+. Je te le dis, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi ou pas. Je crois qu'il s'appelle Guillaume Gentil, hein, le présentateur, si je ne me trompe pas. Il nous a Stéphane. dit, Stéphane Gentil, bah, qui m'excuse s'il m'écoute, et puis il peut venir débattre avec nous, hein. Il me sort pendant le rallye, Otanak fini, mais en fait, depuis 2-3 ans, il n'est plus connecté. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Avec le matériel qu'il a et le rallye qui sort, s'il n'est pas connecté, il n'y est plus, hein. Moi, je trouve qu'il fait un rallye plutôt admirable. Hein, tu vois, j'ai l'impression qu'il nous fait passer un peu la performance de la Ford au deuxième plan, et au premier plan, le mec, il vient juste là pour prendre le chèque. J'ai surtout l'impression que Otanak fait du très beau travail avec cette Ford qui est dépassée. Enfin, pour moi, je trouve qu'elle est dépassée, hein, et qu'au contraire, il est plus que connecté. Enfin, c'est quoi ton avis là-dessus, toi? Euh, que effectivement, ouais, on va dire sur peut-être les 2 dernières années, il a pu donner cette impression justement de lassitude, de ne pas avoir du matériel qui était développé et mis au point selon ses desiderata. On le sait que chez Hyundai, hein, de toute façon, ça a été très orienté côté Thierry Neuville et sa manière de piloter. Donc c'est ce qui avait été reproché par Ott Tanak par rapport au constructeur coréen. Mais là, effectivement, ce switch vers M-Sport, ça lui a redonné une seconde jeunesse. On a vu la maestria avec laquelle il allait chercher cette victoire en Suède. Le Monte-Carlo avant a été très compliqué parce qu'il n'y avait pas d'essai, parce que la voiture, effectivement, elle est complexe à conduire sur l'asphalte. La différence de performance, elle se fait encore plus ressentir. Et effectivement, moi je suis assez d'accord avec toi. Sur ce rallye, il était à l'attaque de bout en bout. Lui non plus n'avait pas grand-chose à perdre. De toute façon, il sait qu'il va falloir aller chercher des gros points quand c'est possible. Là, il a tout fait pour aller chercher la victoire. Quand il a vu qu'il fallait se contenter d'une deuxième place, il a assuré. Et puis derrière, en interview et en conférence d'après-course, bah, il se gêne pas
de rappeler qu'effectivement, Ford fait des efforts, M-Sport fait des efforts, mais que c'est pas suffisant et qu'il pourra certainement pas aller chercher des victoires et le championnat s'il n'y a pas de grosses évolutions qui sont faites parce qu'en fait, comme il l'a dit dans une interview, la voiture, elle lui convient, mais sur des très petites sections, des bouts de spécial, des bouts d'étape, et il peut pas construire un rallye sur une voiture qui est aussi pointue dans sa plage d'utilisation, qui est beaucoup trop restreinte pour une utilisation en rallye. Alors, on va rebondir aussi sur M-Sport, hein. Tu sais, moi, début de saison, quand j'ai vu arriver Nicolas Gilsoul, moi, je me suis dit, c'est le renouveau de Pierre-Louis Loubet. C'est vraiment une saison compliquée pour lui, hein. Très, très compliqué ce rallye de Croatie, une fois de plus. Pas de grosses fautes, mais très, très loin, quoi. Ouais, ouais, compliqué. Je sais pas trop, je sais pas trop quoi en penser. C'est encore une fois, c'est trop facile en regardant dans le canapé, même en étant au bord des spéciales, de pouvoir critiquer quoi que ce soit. Il y a un vrai engagement de la part de Pierre-Louis, il y a une vraie volonté de construire sur la durée. Et malheureusement, je l'évoquais tout à l'heure, mais la restriction du nombre de jours d'essai, c'est juste dramatique pour des nouveaux arrivants dans le WRC. C'est dramatique. Les jeunes pilotes ne peuvent plus prendre en main ces rallyes 1, ils ne peuvent plus faire d'essais, ils ne peuvent plus faire de développement. Euh, et ça aussi pose la question du renouveau du WRC, comme on a pu l'évoquer sur d'autres rallyes. Alors, comment ça se fait que des Ogier et des Loeb, quand ils reviennent comme ça en étant pigistes de luxe, ils puissent être aussi talentueux qu'ils soient, aussi compétitifs par rapport à d'autres pilotes qui sont censés avoir le cul dans la voiture toute l'année. Tout simplement parce que en fait, ce gap d'expérience, il ne se creuse pas tant que ça parce qu'il n'y a pas de journée d'essai, parce que c'est compliqué d'appréhender ces nouvelles voitures, la partie hybride et le boost. Et en fait, aujourd'hui, Pierre-Louis Loubet, j'ai l'impression qu'il commence chaque rallye en se disant, déjà le vendredi, c'est ma journée d'essai. Et je m'adapte, j'adapte le comportement de la voiture, je vois où j'en suis, et puis le reste du rallye, je vois ce que je peux faire. Et là, malheureusement, il était déjà beaucoup trop loin pour espérer quoi que ce soit. Ce sera un petit peu différent au Portugal et en Sardaigne, parce que là, pour le coup, c'est des rallyes sur lesquels il a une belle expérience. Il a eu des beaux résultats sur ce type de rallye cassant, notamment des quatrièmes places, hein, il me semble, en Sardaigne et à l'Acropole. Donc, sa position sur la route va faire que le vendredi, il pourra potentiellement aller chercher des belles places. Et puis, par contre, charge à lui justement le vendredi d'être prêt à l'attaque et de ne pas faire d'erreur. Parce que là, pour le coup, il n'aura pas le droit à l'erreur. Alors, si tu me permets, on se fait une toute petite pause. On va revenir. On va parler de Katsuta, pardon, de la pipe qui est pour moi la belle histoire du rallye. On va revenir avec toi sur WRC2, sur la victoire de Rossel, sur Siamin. Et sur Siamin, je vais te lancer sur le championnat de France parce que Siamin, en fait, il m'a frustré ce week-end. J'aurais voulu le voir autre part que là. Et on va parler de ça. On va se faire une petite pause. On revient. Tu es d'accord? Allez. Allez, on est de retour avec Guillaume Lafay. On va continuer de débriefer sur Rallye de Croatie. On va parler avec toi de l'API. Alors pour moi, tu as vu, hein, à chaque fois je dis que l'API ci, l'API là, il m'a fait mentir. Il a été humain, il a été dans l'émotion, il a été performant, il a fait des petites erreurs, mais pas grand-chose. Pour moi, c'est vraiment le coup de cœur de ce rallye. Pour moi, c'est vraiment, il fait une très belle troisième place. Il a fait un super beau rallye. Troisième place ou deuxième?
Troisième place. Troisième. Troisième place derrière Tanak. Effectivement, oui, c'est un rallye sur lequel on l'attendait un petit peu moins à la fête. Effectivement, un rallye sur goudron, c'est pas sa surface de prédilection. En plus, des rallyes poussiéreux, piégeux comme ceux-là, qui peuvent être gras aussi, où il faut une vraie capacité d'adaptation, une vraie expérience sur le goudron pour appréhender les différentes surfaces qu'il peut y avoir, parce que ça aussi, en Croatie, c'est assez impressionnant le nombre de surfaces différentes que tu peux avoir dans une même spéciale. Et bah, effectivement, il a bien géré son rallye. Il a fait des belles performances sur certaines spéciales aussi. Il a su en garder un petit peu sur le pied pour aller chercher le résultat et le podium à la fin. Voilà, c'est le rallye. Il y a des courses à élimination. Il finit troisième. Voilà. Je suis pas certain que si les autres étaient restés sur la route, il aurait pu se bagarrer pour une troisième place, mais en tout cas, effectivement, il prend. Il a été marqué dans sa chair par cette disparition. Un bel hommage et je pense que ça peut être de très bon augure pour la suite du championnat. Ouais. Je pense que la tâche n'était pas aisée pour lui parce que je pense que c'est un des rallyes où, à mon avis, il a dû rouler avec le plus de pression parce que ça devait être terrible, cette pression, c'est tout ce qui devait se mélanger. Ça n'a pas dû être facile pour lui à gérer ce rallye. Hein. Ah bah, c'est sûr, et puis il faut pas oublier qu'il revient pour une saison complète après de longues années sans concourir de manière récurrente dans la catégorie Rennes. Là, il se retrouve à partir du samedi, tout début de matinée, comme le seul représentant de Hyundai pour marquer des points aux constructeurs. Et puis surtout pour ramener un peu le sourire à l'équipe. Donc non, c'était pas évident pour lui, c'était pas évident pour eux. Et ils se sont assez bien accommodés de la tâche en tout cas. On va finir avec les rallyes 1 avec Monsieur Katsuta. Moi, je l'appelle Monsieur Katsuta. Pour moi, il me fait une saison énigmatique. Alors, je vais être très clair avec toi. Moi, je préférerais qu'il me la fasse Banzai, qu'il m'en casse 3, mais qui. Alors, il est là, mais sans être là. C'est énigmatique, il est un peu fantomatique, tu sais, il est là, il sort pas, mais la performance n'est pas là. Il fait des rallyes transparents. Enfin, c'est saison bizarre pour l'instant, début de saison. Ouais, alors après, voilà, c'est pas non plus le grand espoir du rallye, ça c'est sûr. Il a quand Non, même. on a vu mieux parfois. Oui, Là, oui, oui. On a vu beaucoup mieux, c'est sûr. En Suède, faut pas oublier non plus que voilà, il en casse une belle. Et puis bah aujourd'hui, il faut qu'il reconstruise un petit peu. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, ça manque de niaque, ça manque de tranchant. Banzai. Et Banzai. ouais, ouais, ouais. Bon après voilà, il s'est battu avec Pierre-Louis Louvet. On peut juste se satisfaire du fait que Pierre-Louis finalement ait pu se battre avec lui, avec ses armes, avec les problématiques techniques qu'il a pu avoir, mais que régulièrement il était quand même devant dans les chronos des spéciales, quoi. Et puis, Cocorico, en WRC2, la victoire de Rossel. La C3 n'est pas finie sur l'asphalte. Hein, il fait un rallye absolument magnifique. Et après, je te lancerai sur Siamin. Ton avis sur WRC2? Allez. Et bah tu vois, c'est pas un championnat tout Skoda. Du coup, Tu viens non, me faire mentir, hein, ça te plaît. non, mais effectivement, c'est une belle surprise. Je sais pas si on peut dire une surprise, mais en tout cas, c'était très agréable de voir que le championnat est beaucoup plus ouvert que ça, finalement, sur quelques événements, quand il y a des pilotes un peu spécialistes de différentes surfaces qui viennent se confronter au ténor habituel du WRC2. Alors, je ne parle pas de Johan Rossel, hein, bien évidemment, qui lui fait partie de ces ténors-là, mais de voir un Nicolas Siamin, effectivement, qui vient les titiller, d'un Gachon aussi, l'Espagnol, avec la deuxième C3, qui fait des superbes temps et qui arrive à se placer dans les 3-5 premiers. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir aussi que ces Skoda, finalement, sur quelques surfaces, elles sont battables quand les autres sont extrêmement bien pilotés. Parce que voilà, il ne faut pas oublier non plus quand même la performance en termes de pilotage de Johan Rossel, de Nicolas Siamin, qui ont vraiment fait de belles performances, un beau rallye.
et très content de voir la C3 qui en gagne une autre. Reste à voir ce que ça va donner sur la terre maintenant, et ce dès le Portugal, parce que le championnat est serré, est beau et extrêmement incertain au final. Alors, on va faire un spécifique sur Nicolas Siamin. Alors, il y a du positif et du négatif, et j'ai une grosse frustration. J'ai envie de te poser une première question technique, très technique. Moi, j'ai entendu dire que la Polo GTI R5, jusqu'à aujourd'hui, avait été la meilleure Rallye 2 ou R5 construite. Est-ce que tu es d'accord? Et sa performance, quelque part, le prouve. Tu as Veiby qui le prouve aussi en Suède. Bon, c'est un spécialiste. Siamin, c'est un spécialiste du goudron, mais cette auto, après, elle a plus de développement depuis 2020, il me semble. Elle est encore là. Est-ce que c'est vraiment la meilleure auto qui a été construite? Ah ben, jusqu'à la nouvelle, aujourd'hui, la C3, avec ses nouvelles évolutions, elle se repositionne très clairement dans le top de la catégorie. Mais effectivement, en fonction des conditions, en fonction du rallye, de la surface, le match, il est quand même très serré entre cette Polo qui est quand même issue de toutes les années WRC de Volkswagen, avec le succès qu'on leur connaît, la force de frappe qu'ils pouvaient avoir. Autant te dire que quand ils ont sorti la Polo, c'était de loin effectivement l'arme absolue. Alors elle s'est fait rattraper un petit peu, mais ils continuent à faire du développement via leur service client. Ça, faut pas l'oublier non plus. Il y a des évolutions moteurs qui arrivent régulièrement. Donc c'est une arme redoutable, ça c'est certain. Il y a des pilotes qui l'affectionnent particulièrement, bah, notamment Nicolas Siamin, et qui l'exploitent vraiment très bien. Aujourd'hui, te dire que c'est la meilleure des Rallye 2, je ne pense Non, pas. construite, hein, pas Je pense meilleure, mais que construite en fait, qui avait été construite. Hein. Depuis le début, je préfère. Moi, j'ai entendu dire des gens qui s'y connaissent un peu, c'est qu'en gros, la Polo GTI R5, c'est un dérivé de la WRC. Il y a beaucoup de pièces qui ont été dérivées et que ça a été la meilleure auto qui a été construite jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, pas la plus performante aujourd'hui parce qu'elle est dépassée par la Skoda. Est-ce que tu es d'accord sur le fait, bah, l'année dernière, elle a encore été championne de France en asphalte, tout ça. Enfin, c'est quand même cette auto. Enfin, ça fait des années qu'elle roule. Et elle est toujours là, quoi. ah oui, oui, non, mais c'est sûr que c'est voilà, Volkswagen a fait une très belle auto pour les clients. Euh, maintenant la bagarre elle va être belle tout au long du championnat. Je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui soient de nouveau engagés en championnat du monde. En tout cas, aux mains de pilotes aussi talentueux que peuvent l'être Ole Christian Beby et Nicolas Siamin. Mais quand elles le seront, ça sera des armes redoutables. Ça, faut pas en douter. Ouais. Alors, on va revenir à Siamin. Il a fait un rallye formidable. Et quand ça sort, moi, la première des choses, je me dis, et toi, tu as regardé, tu as eu un œil assez averti sur le rallye Rhône Charbonnière, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il n'est pas allé se battre avec les trois fous furieux en championnat de France? Il y a une bagarre magnifique en championnat de France. Pourquoi il va en WRC2? Tu vois, tu as eu une super bataille avec Bonato, Camille, Margaillan. Il manquait le quatrième mousquetaire, Siamin. Et moi, je l'aurais voulu le voir au Rhône Charbonnière, tu vois, avec Chauffret, avec un peu tous ces pilotes se battre. Et je me dis, alors, il fait un super rallye, ça sort, ça score pas, mais moi, je l'aurais voulu le voir en championnat de France. T'en penses quoi, toi? Bah, j'en pense qu'il a encore une carrière à construire. Et qu'aujourd'hui, s'il veut se faire repérer et montrer son plein potentiel, bah, malheureusement, c'est pas forcément en championnat de France que les constructeurs, d'autant plus qu'il y a plus de constructeurs français engagés en Rallye 1, c'est pas dans le championnat de France que les constructeurs vont venir piocher leurs futurs pilotes. Donc c'est en WRC2, c'est là qu'il faut qu'ils se montrent. C'est pour ça qu'il a fait le choix de deux manches particulièrement intéressantes pour lui, la Croatie et le Rallye d'Europe centrale à la fin de la saison. Parce qu'il faut qu'il montre sa pointe de vitesse. Il n'a pas perdu espoir d'être intégré dans un top team, même si je t'avoue que ça commence à être très très compliqué, et notamment pour les raisons d'essais limités que j'ai pu mentionner tout à l'heure.
Mais en tout cas, la seule chance qu'il a, c'est de se montrer, de venir bagarrer avec les protagonistes à la régulière et d'essayer de faire ses preuves au niveau mondial. Ouais, Après, mais oui, c'est sûr que pour le championnat de France, ça aurait été intéressant qu'il soit là. D'un autre côté, c'est d'autant plus intéressant sur les prochaines manches de voir comment il va réagir, quelle va être sa stratégie et sur toute la saison du championnat, quoi. ouais, mais bon, on dévie un petit peu du championnat du monde, hein, mais un titre de champion de France, ça se refuse pas quand même. Ah, Non, 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 c'est sûr que ça se refuse pas. Après, voilà, il a cette opportunité, il a des sponsors aussi, peut-être qui le poussent à se montrer au niveau mondial. Je suis pas trop dans les petits papiers, donc ça, je pourrais pas trop te dire. Après, il me semble qu'il est aussi aidé par la FFSA et l'équipe de France qui roulait sous ces couleurs-là. Donc, ça faisait peut-être aussi partie du deal d'avoir une manche en championnat du monde. Aussi en termes d'expérience, de kilométrage engrangé. Et ben voilà, sur un rallye de championnat du monde, s'il va au bout, ça fait peut-être 2 rallyes de championnat de France en termes de kilométrage, avec une compétition qui est au moins aussi relevée, voire plus relevée qu'en championnat de France. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ce fameux championnat de France, il a un vrai niveau et que les pilotes qui se bagarrent devant dans nos contrées, et ben, ils se positionnent très très bien au niveau mondial. alors, si tu as encore un petit peu de temps, on va finir l'émission par le championnat de France parce que tu as eu un œil averti, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le Rhône Charbonnière. Je voudrais que tu nous dises ce que tu as pensé de la bataille à trois, Bonato, Camille, Margaillan. J'aimerais aussi que tu nous parles aussi des Alpines, parce que moi, j'ai vu un Astier sorti un ovni ce week-end, un vrai ovni. Cédric a eu du mal avec lui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Écoute, on va commencer par cette bataille à trois qui a été absolument magnifique. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Que, effectivement, ça a été un beau rallye, plein de rebondissements, un rallye qui a été très 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 rapide. Par contre, pour le coup, et je dirais que c'est presque un petit peu le bémol, c'est que ça allait trop vite. Les spéciales, elles étaient clairement beaucoup trop rectilignes, si on peut dire. Il y avait des allonges assez impressionnantes. Et du coup, bah oui, une belle bagarre qui s'est menée tout au long du rallye. Des va-et-vient en tête, des scratchs, un coup pour l'un, un coup pour l'autre. Et puis quelques petits soucis aussi pour Hugo Margaillan, qui, je pense, aurait pu aller chercher sa première victoire. Idem pour Eric Camilly, qui a fait un très très beau rallye, et puis qui au final, avec les conditions météorologiques du samedi qui ont été très compliquées dans le, d'en deviner quand est-ce qu'allait tomber l'averse, où et à quel moment. Voilà, c'était un peu un jeu de dés. Et puis bah, finalement, bah, c'est on va dire le vieux briscard, sans être péjoratif, Johan Bonato, qui tire les marrons du feu et qui arrive encore une fois à aller chercher une belle victoire qui le relance complètement au niveau du championnat. Alors certes, c'est que que la deuxième manche, hein, il y en a encore pas mal, mais en tout cas, ça promet d'être serré, ouais, tout le long du championnat, parce qu'on voit derrière que quand même le gap il se resserre de plus en plus entre Bonato, qui semblait un peu survoler les débats les dernières années, et puis deux, trois, quatre autres pilotes qui se montrent aux avant-postes. Alors, je vais te dire que Hugo gagnera la prochaine parce que tu le sais, en pronostic, je suis très mauvais. Mais tu sais que je l'aime beaucoup. Il n'est pas très loin de chez moi, je le connais bien. Mais c'est vrai que ça serait un petit peu la belle histoire aussi, qui est un petit peu Camille, Margaillan qui gagne, que ça nous fasse un beau championnat, que Bonato aussi, tu vois. Mais que Ouais. voilà. J'aimerais qu'on revienne avec toi sur les Alpines. Cédric a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec Astier. Première question que j'ai envie de te poser, est-ce que c'était les mêmes autos? Est-ce qu'il y avait les mêmes Evo, elles étaient différentes? Parce Ah que j'ai oui, pas vu. non, alors, il y avait un plateau de 14 alpines sur le rallye du Rhône Charbonnière.
Et effectivement, elles sont toutes identiques, hein. C'est des voitures clients développées par Signatech du côté de Bourges, avec un moteur Oreca que je me plais à souligner à chaque fois. Mais non, ce sont les mêmes autos. Après, entre les voitures on va dire du top du championnat, donc à savoir les trois qui étaient pour Raphaël Astier, Cédric Robert et Stéphane Lefebvre, qui venaient faire une pige aussi en championnat de France, et les autres voitures engagées dans le trophée Alpine. On va dire que c'est surtout l'essence qui est différente, puisqu'elle est libre en championnat de France, alors qu'en trophée, elle est plutôt obligatoire de rouler avec du sans-plomb. Mais sinon, non, il n'y a pas de grosse différence entre toutes les voitures. Après, la différence, elle se fait sur le setup, sur les amortisseurs, bah là, pour le coup, ça a été vraiment sur le choix des pneus qu'elle s'est faite. Et, euh, et ça a été une vraie belle bagarre aussi, effectivement. Raphaël Astier a montré qu'il était vraiment, vraiment performant, qu'il prenait bien en main l'auto après sa première sortie lors du rallye du Touquet, qui avait été déjà assez intéressante. Mais là, en tout cas, sur le sec, il s'est vraiment, je pense, régalé, copiloté de main de maître par Denis Giraudet. Oui. Donc c'était bien parti. Et puis le dimanche, il a fallu faire des choix de pneus. Il a fallu faire confiance aux personnes qui étaient en local. Et Cédric Robert, en régional de l'étape, je pense, avait des informations plus nombreuses, on va dire, que Raphaël Astier éventuellement. Donc en tout cas, il a fait les bons choix de pneus et c'est comme ça qu'il a pu d'abord refaire son retard, puis le creuser pour venir chercher une belle place au classement général et puis surtout le premier des deux roues motrices. Ouais, on va dire qu'il a gagné en vieux briscard, hein, comme Bonato. Mais je voudrais aussi revenir sur Stéphane Lefebvre. Moi, je trouve dommage qu'on ne le voyait pas assez en championnat de France. Alors, ça sort. J'aime pas les gens qui vont dire oui, il est encore sorti. Pas du tout. Moi, je trouve que c'est juste dommage qu'on ne le voyait pas sur un programme complet, tu vois, parce que ça pourrait faire une vraie, vraie, vraie bataille. C'est un super pilote. Il est performant. Et je trouve que cette Alpine, elle y va plutôt bien. Elle y va plutôt bien. Ah oui, oui, bah, cette Alpine, on va dire qu'elle va bien à pas mal de, pas mal de pilotes. Elle est quand même juste magnifique et avoir roulé, c'est assez sympa aussi. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec le terme, il est encore sorti. Stéphane Oui, mais ça, Lefebvre, c'est si, quand hein, même tu sais, un pilote qui sort assez peu. De la même manière que Nicolas Siamin, ça faisait quand même plusieurs années qu'ils n'étaient pas sortis, comme on dit, pour le compte dans des rallyes. Ben, là, il est allé chercher la limite un petit peu dans un endroit qui était un peu, on va pas dire bête parce qu'il n'y a pas de sortie bête, mais c'est vrai qu'à cet endroit-là, il n'y avait pas grand-chose à gagner. Et voilà, une corde un peu trop profonde, enfin prise, en tout cas de manière un peu trop profonde, un talus qui éjecte l'arrière de la voiture, et puis c'est vite fait, mais en tout cas, les temps étaient extrêmement intéressants, sachant que c'est la toute première fois qu'il mettait les fesses dans le baquet de l'Alpine. Donc, effectivement, ça promet. Je ne sais pas s'il y a une suite au programme qui est donné. Normalement, je pense pas parce que c'était quand même une voiture qui était, enfin, c'était la voiture de Pierre Rocher qui va faire le reste du championnat avec. Donc c'était plutôt un one shot. Oui, c'est dommage de ne pas le voir plus souvent parce que je pense qu'avec bah, il l'a déjà prouvé, hein, mais avec un volant de manière récurrente et avec plus d'expérience sur une même auto, ça peut faire des jolis temps. Il l'a montré l'année dernière en survolant le championnat belge. Bon, le championnat de France, c'est peut-être autre chose. Pas pour dénigrer, hein, très très loin de là, mais en tout cas, on a vu justement que c'est quand même un championnat qui est extrêmement relevé et sur lequel il est difficile de performer de manière ponctuelle. non, mais juste, je rebondis parce que moi, je trouve que Stéphane Lefebvre, c'est un pilote extraordinaire qui a un sacré coup de volant. Mais moi, tu sais, je me balade à droite à gauche sur les sites, sur les forums, les trucs. Et bien sûr, tout le monde, il y a certains, tu vois, petits malins, c'est pour ça que je me permets de les remettre en place, qui disent oui, il est encore sorti, c'est Stéphane Lefebvre. Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'aime pas ça du tout. C'est pas ça, c'est un très, très beau pilote et j'aimerais le voir encore beaucoup plus en championnat de France. Oui, oui. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est beaucoup trop facile de critiquer de son canapé et même du bord des spéciales.
Tu vois, j'étais au bord et quand tu entends dire des gens, oh, ouais, lui, il passe pas fort, hein, je pense que j'irai aussi vite avec ma voiture. Bon, bah voilà, faut pas oublier que la perspective, elle est pas du tout la même sur le haut du talus plutôt que dans la voiture à 160 entre les arbres, avec un gauche à fond qui referme en ciel. Bon, bah voilà, c'est pas du tout la même chose. Et, et oui, 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 il y en a plein des bons pilotes, des très très bons pilotes, mais une fois dans le baquet avec le volant entre les mains, ben c'est tout autre chose. Mais en tout cas, oui, pour en finir, Stéphane Lefebvre a eu, je pense, déjà une belle carrière. Il pourrait en avoir encore une pendant quelques années. Vraiment, il a la pointe de vitesse, il a le talent, tout simplement. Après, il faut arriver à trouver des fonds de manière durable pour construire une saison et pas avoir le couteau sous la gorge à chaque instant. Alors, je te remercie. On arrive au terme de l'émission. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. On est allé très très loin. On a parlé de championnat de France, de championnat du monde. Alors, j'espère qu'on se reverra très bientôt Ouais. pour le prochain rallye. Alors, tu prépares tes notes parce que je vais t'interroger sur les suspensions et les pneus sur la terre parce que j'ai envie que tu nous donnes ton avis avisé là-dessus et que tu nous en parles parce qu'il y a des terrains très cassants qui arrivent, il y a la Sardaigne, il y a aussi le Portugal qui sont quand même des rallyes un petit peu différents. Je voudrais que tu nous parles un petit peu des amortisseurs sur la prochaine émission. T'es OK? Allô, allô? Ah, ça a coupé? Ça a dû couper, non? Ouais, ça saccade un petit peu de mon Ouais. côté, donc je ne sais pas Oui, si tu m'entends, mais en tout oui, je cas, t'entends. oui, oui, ce sera avec un très très grand plaisir d'évoquer tous ces sujets, suspension, pneus, ordre de passage sur la route. Voilà. Et peut-être juste avant de se quitter, comme tu le sais, j'ai encore quelques petites surprises. Allez, vas-y. Et pour le coup, ben voilà, ben c'est assez, voilà, c'est assez, comment dire, d'actualité malheureusement, mais voilà, chez Auto Mini Racing, on voulait aussi faire un petit focus sur Craig Breen, sur sa carrière, donc avec cette DS3 WRC il a pu piloter avec Scott Martin, Tu par vas un exemple. petit peu la soulever. Voilà, voilà, Voilà. parfait. Elle est Donc magnifique. une belle réalisation. C'est vrai que la DS3 WRC était une auto assez magnifique. Et puis derrière, bah, tout à fait le lien aussi avec Stéphane Lefebvre, mais tu vois, cette C3 WRC qui a été également conduite par Stéphane, toujours au Monte Carlo, donc toujours avec Scott Martin en copilote. Craig Et Breen, puis ouais. surtout, je garde le meilleur pour la fin, je dirais, parce que ces deux premières miniatures, là, ça reste quand même des modèles industriels, donc on va dire il n'y a rien forcément d'exceptionnel, mais en tout cas, voilà, chez Auto Mini Racing, dans notre exposition, ce qu'on veut, comme tu le sais, c'est montrer des modèles un petit peu uniques, des mises en scène, des dioramas, expliquer un peu l'histoire du rallye. Et notamment, bah, tu vois, on a eu cette réalisation donc de la 208 T16 justement de Craig Breen au Monte Carlo sous les couleurs de Saint-Éloque. Euh, et voilà, donc qui est ce qu'on appelle un transkit, donc une base industrielle et puis une décoration, un ajout des détails qui est fait vraiment par nos membres. Donc voilà, avec tout ce qui va bien, donc pour rendre une dernière fois hommage à cet Irlandais qui était passionné de rallye, certainement passionné de miniature aussi. Et en tout cas, voilà, ça nous tenait à cœur de faire ce petit focus. Et puis, bah, si vous voulez retrouver toutes les photos et toutes les news de l'exposition permanente, bah, c'est sur nos réseaux sociaux. Ça a été un plaisir. Les voitures sont absolument superbes. Et puis moi, ça me rappelle des souvenirs, Saint-Éloque, tout ça avec Cédric. Cette auto me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça a été un plaisir de te recevoir avec nous, de parler rallye, de débriefer le rallye de Croatie. On se retrouve très très vite. À très bientôt. Ouais. Plaisir partagé, Fabien. Portez-vous bien surtout et soyez prudents si vous allez sur les bords des spéciales ou sur les circuits. Et à très bientôt. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.
sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.